Moi, j'ai essentiellement une formation de juriste. J'étais avocat avant. Bonjour et bienvenue dans le podcast My Own Leadership. Je m'appelle Alexis Eve et un mardi sur deux, je vais à la rencontre des managers des startups les plus impressionnantes pour rentrer dans les coulisses de ce qui leur a permis de construire leur leadership. De leurs apprentissages à leurs secrets de management, dans ce podcast, nous rentrons pragmatiquement dans les bonnes pratiques qui construisent jour après jour un leadership personnel qui tire toute une entreprise vers le haut. Alors, très sincèrement, je me suis jamais posé la question du leadership en tant que tel. Et si vous avez envie d'avoir les idées claires sur ce qu'il se passe chez vous du côté du facteur humain, nous avons pensé à vous et avons construit un test qui vous permet de savoir quels sont les enjeux humains qui devraient attirer votre attention, et également ceux sur lesquels vous surperformez déjà. Vous pouvez passer ce test en 10 minutes en allant sur www.yaniro.co/test. Le lien est disponible dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Louis, comment vas-tu ? Salut, très bien, merci. Écoute, c'est un grand plaisir de te recevoir sur le podcast. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. On enregistre chez vous. Vous êtes à WeWork, donc c'est un espace qu'on connaît bien. On est assez confortablement installé. J'ai changé mon café habituel pour un délicieux thé vert. Donc, on est vraiment bien. Donc Louis, tu es cofondateur de Predictis. Je ne vais pas faire l'affront d'essayer d'expliquer Predictis mieux que toi parce que je suis convaincu que tu vas le faire avec beaucoup plus de brio. Donc, est-ce que tu peux donner quelques mots à nos auditeurs et auditrices sur ce qu'est Predictis ? Bien entendu, Predictis, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est de simplifier la recherche et l'analyse de l'information juridique pour les professionnels du droit. Ça se sait assez peu, mais en fait, les professionnels du droit, les avocats, les juristes sont submergés par l'information juridique. Il y a le phénomène d'inflation législative et puis il y a trop de décisions de justice. Du coup, on a construit des algorithmes qui permettent à la fois de construire un très bon moteur de recherche et de l'autre côté, un outil d'analyse statistique qui permet de calculer les chances de gagner un procès, par exemple, ou le montant d'indemnité qu'on peut obtenir. Et donc ça sert à prendre des bonnes décisions, savoir si oui ou non on fait un contentieux, mieux négocier, etc. Et donc, pour donner un petit peu une idée à ceux qui nous écoutent, Predictis a été créé en 2016 et à l'heure où on se parle, vous êtes 37 salariés, vous avez levé 5 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien cela. Et donc, vous êtes sur une belle trajectoire de croissance et toi avec, parce que tu es donc cofondateur. Tu as quel background avant ? Tu avais monté des entreprises, tu étais dans une autre profession ? Moi, j'ai essentiellement une formation de juriste. J'étais avocat avant ça, ce genre d'idées savantes pas trop. Et oui, effectivement, on avait créé d'ailleurs avec un de mes associés une galerie avant, une galerie de street art qu'on a revendue avant de lancer Predictis. Donc, quelque part, une vraie expérience de ton métier, une première expérience entrepreneuriale sur cette galerie de street art qui là se transfère tout ou partie dans Predictis. Exactement. Alors, l'idée de cet épisode, ça va être de se pencher sur ton vécu à toi dans le développement de Predictis. C'est pour ça que je te pose un peu la question de comment vous vous êtes organisé avant, parce que ça permet de voir dans quelle mesure tous les enjeux de leadership, d'arriver à quelque part embarquer toute une équipe, tu l'avais déjà vécu ou pas. Donc l'idée, ça va de voir comment, depuis que Predictis existe, tu as pu évoluer, qu'est-ce que tu as rencontré comme embûches sur le chemin et comment tu y as répondu. Et on va faire un petit peu quelque part une comparaison entre le Louis du début de Predictis et puis le Louis d'aujourd'hui, sachant que j'imagine bien que le Louis dans quelques années va être encore quelques crans au-dessus. Avec quelques rides de plus et quelques cheveux blancs de plus surtout. Ouais. ça, on en est tous là. Donc peut-être première question, en tant que fondateur, qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi en termes de leadership quand l'entreprise et ton équipe ont commencé à grandir ? C'est quoi les premières difficultés ou enjeux que tu as rencontrés ? Alors très sincèrement, je ne me suis jamais posé la question du leadership en tant que tel. Je pense que le grand souci que j'ai eu et qu'on a eu avec mes associés, c'était de construire une bête d'équipe. On s'est très vite rendu compte que la clé, c'est d'avoir autour de soi des gens vraiment super, en qui tu peux faire confiance les yeux fermés et avec qui tu as envie de faire des grandes choses et d'en faire encore. Donc la clé, c'est d'avoir vraiment d'être capable de réunir cette super équipe, d'amener du plaisir à travailler ensemble et à faire travailler les gens ensemble. Je pense que ça a été ça à la fois le grand défi et du coup la grande difficulté.
Et donc quand tu dis grand défi, grande difficulté, ça s'est manifesté comment? Donc dans le recrutement, dans le fait d'identifier les bonnes personnes, dans le fait de les embarquer, plus précisément, passer ce constat très, très fort de se dire l'entreprise ne réussira qu'avec une très belle équipe. Quels ont été quelque part les petits cailloux dans la chaussure sur le chemin? La première pression, évidemment, elle est sur le recrutement. Donc là-dessus, on s'est très vite rendu compte qu'un bon recrutement, il y avait 2-3 éléments clés qu'il fallait mettre en place. Le premier, c'est nécessairement un élément de quantité. Si on a moins de 10 à 50 candidatures et entretiens par poste, en fonction des postes et du niveau hiérarchique de la personne qui veut nous rejoindre, on n'arrive pas à se faire une vraie idée de la personne dont on a besoin et on n'arrive pas à trouver le profil qui est idéal. Il y a certains postes où on peut mettre 6 mois, 8 mois à recruter quelqu'un avec plus de 50 candidatures, 10 entretiens. Donc là-dessus, il ne faut vraiment pas avoir peur de prendre son temps. Il vaut mieux pour recruter quelqu'un d'exceptionnel prendre 3 ou 4 mois de plus que prévu et à la fin d'avoir vraiment quelqu'un de génial plutôt que de faire un compromis sur le profil et de devoir ensuite se séparer malheureusement de la personne. Et donc pour faire ça, il y a un truc que je recommande, qu'il faut absolument faire, c'est des journées d'immersion. C'est le moment en général où moi j'arrive à décider si oui ou non j'ai envie de bosser avec la personne. Les profils excellents, ils s'épanouissent dans l'adversité. Donc il faut créer des journées d'immersion qui sont un peu dures et voir comment la personne elle se comporte. Est-ce qu'elle pose des questions? Est-ce qu'elle arrive à rire, à faire de l'humour? Est-ce qu'elle arrive à atteindre l'objectif qu'on lui a fixé? Et là, on sait si oui ou non on veut que la personne nous rejoigne. Alors comment elles s'organisent ces journées d'immersion de manière très concrète? Est-ce que c'est justement avant signature du contrat de travail? Est-ce que c'est au tout début, au moment de l'onboarding? Comment vous gérez ça? Donc la journée d'immersion, elle est plutôt à la fin du processus de recrutement. Il y a ce qu'on appelle un screen call, juste pour voir si oui ou non la personne a bien compris le poste auquel elle postulait. Puis il y a un premier entretien d'embauche, qui est fait par le manager, ensuite le futur manager de cette personne. Et il y a cette fameuse journée d'immersion dont le contenu dépend en fonction de l'unité. Donc évidemment, la journée d'immersion n'a pas la même tête si on est en marketing, en sales, en tech. Tu peux nous en raconter quelques-unes pour qu'on se figure bien? Ouais, la dernière, en ce moment, on recrute beaucoup dans l'équipe commerciale, et notamment sur les postes de SDR. Donc c'est des gens qui prennent beaucoup de rendez-vous au rendez-vous téléphone. C'est un métier où on doit aimer les défis, on doit aimer le travail de groupe et faut pas avoir peur de se prendre quelques claques. Donc la dernière journée d'immersion qu'on a fait, elle se termine par 2 heures d'une session de call qu'on fait tous ensemble. Et la personne avait une proposition d'emploi si elle arrivait à prendre un rendez-vous, ce qu'elle a fait. Donc j'étais vraiment très, très heureux de cette journée. Alors c'est vraiment très chouette. Et j'imagine que c'est un processus, c'est une mécanique que vous avez affinée au fur et à mesure des années avec tes associés. Ouais, bien sûr. Et typiquement sur cet enjeu qui est fondamental de l'équipe d'arriver à recruter, à consolider une équipe, parce qu'effectivement, un leader, c'est embarquer une équipe. Si on est tout seul, on n'est pas un leader, on est quelqu'un qui se promène. Comment est-ce que vous vous êtes réparti, je dirais, le travail entre associés? Est-ce que vous vous êtes dit on fait tout ensemble? Est-ce que vous vous êtes dit Louis, tu es très très talentueux naturellement sur tel aspect, du coup tu vas plutôt gérer tel ou tel entretien? Enfin, comment vous êtes organisé au-delà de la méthodologie d'entretien, je dirais? La répartition, je pense qu'entre associés, même au sein d'une entreprise, elle finit par se faire assez naturellement, en fonction de là où les gens ont envie d'aller bosser et là où ils obtiennent les meilleurs résultats. En l'occurrence, moi, je n'ai pas un profil technique, donc je suis évidemment incapable de construire des journées d'immersion ou même de recruter et ensuite d'encadrer des gens qui ont vraiment des purs profils de tech. Donc moi, je me suis beaucoup concentré sur le sales et le marketing, qui sont, je pense, les domaines où je m'épanouis le plus naturellement. Donc on s'est réparti comme ça le processus et les domaines d'intervention par compétence et par goût. Et alors dans la chaîne complète, moi je suis très intéressé, c'est un domaine qui est pas toujours très simple à grasp, à accrocher, je dirais. C'est ces domaines de la consolidation d'équipe, la construction d'équipe, le team building au sens littéral. C'est complexe parce que c'est quelque chose qui a un pied à la fois dans de l'organisationnel, dans de la structuration. Typiquement, moi, un conseil que j'ai beaucoup entendu dans notre autre podcast sur le Human Factor, c'est pour le recrutement, si vous savez pas comment faire, lisez la méthode Who et faites-le by the book, ça serait déjà mieux que de le faire au feeling. Mais
Pour autant, dans ces processus, que ce soit les processus de recrutement, d'onboarding, d'offboarding, les fondateurs ou les managers, quand dans des startups un petit peu plus grosses, ont un rôle qui est fondamental à jouer. Pas nécessairement dans le fait d'être orthogonal par rapport au processus, mais justement pour accompagner ce processus. Toi, comment est-ce que tu vis ton rôle dans tout ce travail de construction d'équipe au-delà du processus tel qu'il existe? C'est quoi ta place là-dedans? Donc, chez Predictis, il n'y a pas du tout de culte de la personnalité. Donc, la grande idée, c'est que si on se bat pour avoir des gens exceptionnels à toutes les positions, derrière, il faut créer une infrastructure, une organisation qui permet à chacun d'avoir le plus d'impact possible et de s'éclater le plus possible au quotidien. Du coup, moi, je vois essentiellement mon rôle comme un rôle d'animateur. Je pense que je partage ça avec mes associés. Donc, on fonctionne beaucoup selon la méthode des OKR. Donc, très concrètement, et ça, de nouveau, je le recommande, c'est quelque chose qui marche vraiment très bien. Donc, l'idée, c'est tous les 3 mois de réunir chaque équipe, que chaque équipe fasse remonter des idées d'objectifs et de résultats clés. Typiquement, l'objectif, ça peut être de sortir une nouvelle fonctionnalité ou d'améliorer la solidité de la plateforme. Et ça va passer par 3-4 résultats clés. Et l'idée, c'est de faire remonter ça d'abord au niveau des équipes et ensuite au niveau du comité de direction. Et ça permet d'avoir à la fois des équipes qui contribuent aux objectifs de l'entreprise, de motiver tout le monde, de faire remonter toutes les bonnes idées et à la fin de partager une vision commune, ce qui est évidemment très motivant. Donc ça, on en parle assez régulièrement du Canva OKR. Si vous ne l'avez pas déjà fait, allez retrouver un peu de littérature sur le sujet sur Internet. Ça n'en manque pas et c'est un très bon outil pour justement driver une performance collective qui est alignée avec la vision. Si ça te va, moi j'aimerais bien continuer à creuser un peu sur cette notion de construction d'équipe et du rôle que tu joues avec les associés dans la construction de l'équipe. Est-ce qu'on peut parler de la partie qui est peut-être la plus dure moralement, qui est de gérer l'offboarding? Donc, soit des départs volontaires quand ils arrivent, c'est forcément le cas à un moment donné ou à un autre dans une entreprise, soit des cas de figure dans lesquels on est obligé de laisser quelqu'un partir, de se séparer d'une personne parce qu'il y a eu un mauvais casting, parce qu'il y a une situation X ou Y. Comment, toi, tu te positionnes dans ton rôle de fondateur là-dessus? Qu'est-ce que tu peux nous partager sur les apprentissages que tu as eus sur le long du chemin quand tu t'es retrouvé confronté à des situations comme celle-ci? On dit souvent qu'il y a 3 types d'entrepreneurs. Ceux qui arrivent à générer 1 euro de chiffre d'affaires, ceux qui arrivent à licencier et ceux qui arrivent à revendre leur société. Donc je sais qu'on arrive à générer 1 euro de chiffre d'affaires. Merci, Dieu merci. Je ne sais pas si on arrive à bien licencier. Ça reste une grande difficulté. Évidemment, en 4 ans de vie d'entreprise avec quasiment 40 salariés, il y a eu des départs, et il y a eu des départs parfois plus douloureux que d'autres. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est avoir beaucoup d'humanité, beaucoup de bienveillance, expliquer rationnellement les raisons et surtout bien remercier les gens pour le super boulot qu'ils ont fait, parce que si on les a choisis et s'ils sont restés 1 an, parfois 2 ou 3, c'est qu'en fait, ils ont fait du super boulot. Donc ça, c'est toujours dur à vivre humainement. Une séparation, même quand on l'a souhaité, elle reste complexe, parfois émotionnellement. Enfin, c'est souvent pour le mieux et derrière, ça permet de construire autre chose pour l'entreprise comme pour la personne qui part d'ailleurs. Et tu t'appuies sur des pratiques, des outils, des conseils que tu as reçus ou que tu as collectés à gauche et à droite pour justement gérer ce processus qui est très antinaturel, hein. On n'apprend pas au quotidien à se séparer de quelqu'un avec qui on a travaillé. Comment tu t'y es pris? Je dirais qu'il y a une première fois et ensuite il y a les fois d'après. Donc la première fois, non, on n'est pas allé chercher de conseils. C'était probablement la fois la plus dure d'ailleurs, parce que je pense qu'on s'est vraiment séparés pour les mauvaises raisons. Et après cette première expérience un peu difficile, je dirais, on est allé chercher effectivement des méthodes, en tout cas des éléments de langage qu'on peut utiliser pour faire comprendre à la personne ce qui est en train de se passer, et que c'est pas forcément contre elle, et le faire accepter, je pense, de façon plus facile que la première fois. J'en profite pour passer une petite information à peut-être certaines personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas directement dans le management ou qui ne sont pas entrepreneurs.
Quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que, et je serais ravi d'avoir ton avis là-dessus, c'est que les figures un peu imposées du leadership ou du management, beaucoup d'entre elles sont très 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 peu naturelles. C'est quelque chose auquel on n'est pas confronté. Il y a des choses type faire des bons feedbacks ça ne vient pas de soi. Il y a une manière de le faire pour que ce soit bien pour la personne et pour justement le mouvement de l'entreprise. Et donc, il ne faut certainement pas penser que c'est une forme d'inauthenticité que de suivre une approche, un canevas, des méthodes ou des éléments de langage, mais plutôt une manière de contrer un naturel qui pourrait reprendre le dessus et qui est finalement beaucoup plus destructeur et moins cohérent que quelque chose qui est plus soigné, je dirais. Parfaitement, et ça vaut pour, j'imagine, pour le leadership aussi, pour le management d'une façon générale. Et d'ailleurs, il faut établir des méthodes, c'est important, parce que sinon, après, elles ne peuvent pas se répercuter. Donc, quand on atteint une certaine taille, ensuite, on a des gens qui doivent manager aussi. Donc, c'est important d'avoir une sorte de playbook de comment manager, quelles questions poser, comment structurer un one-to-one, pour que les bonnes pratiques qu'on a réussi à identifier puissent derrière se répercuter et être prises tout au sein de la chaîne de l'organisation. Tout à fait. On va avancer un petit peu et on va rester sur le domaine de la construction d'équipe ou pas, ça c'est toi qui me le diras. Et on va passer à des chantiers que tu aurais mis en place consciemment sur ces 12 derniers mois, dirons-nous. Alors pour ceux qui nous écoutent, rappelez-vous, donc on a vécu tous la crise du Covid dans ce temps-là, donc peut-être ça aura un lien ou pas. Mais qu'est-ce que tu as changé ou fait évoluer consciemment dans ton style de leadership, dans ta relation aux équipes et au management, et qui a bien fonctionné, que tu aimerais nous partager aujourd'hui ? Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est ce qu'on appelle le Predi Talk. Donc on a toute une série d'événements, le Predi Swim ou le Predi Run pour des événements sportifs. Bref, je passe, mais on a toute une déclinaison. Et donc on a notamment le Predi Talk, donc un événement qui est optionnel. Tout le monde n'est pas obligé d'y participer. Et ça permet à chaque personne au sein de l'entreprise de venir passer un moment dans une salle plutôt cool avec des canapés et autres, et de pouvoir proposer des idées et les soumettre au débat. Donc les idées, elles doivent respecter une certaine contrainte. Donc ça doit être se mettre d'accord sur, changer de, etc. Donc il y a deux, trois pistes. Et ça fait émerger des idées qui sont tout à fait surprenantes. Ça révèle des problématiques qui sont complètement cachées, je pense, des yeux du management. Il y a des choses qui sortent qui sont des toutes petites choses du quotidien. Et on peut les aplanir comme ça, c'est un outil qui est extrêmement puissant. Puis il y a parfois des idées qui sont juste mais trop bonnes, quoi. Parce qu'il y a un moment, il y a un phénomène qui se passe, c'est qu'il y a quelqu'un dont c'est le métier de faire une petite tâche, et lui, il a une idée 6 mois après de comment en fait il peut améliorer ce petit bout de l'entreprise dont il a la responsabilité. C'est des idées qui sont juste géniales. Donc ça, c'est vraiment se priver de toutes ces petites améliorations qu'on peut faire, de pas faire ce genre d'événement-là. Donc il faut créer des moments de débat, de discussion, pour que chacun puisse porter l'amélioration de l'entreprise. Et ça, vous l'avez créé, vous l'avez mis en place suite à quelle intention ou à quel constat ? Quelle a été la genèse de ces Predi Talks, justement ? La forme précédente du Predi Talk, c'était une réunion qui avait lieu tous les lundis matins, où chacun présentait les métriques dont il était responsable. Et ce moment de kick-off de toute l'entreprise à l'époque, parce qu'on était plus petit, se terminait par ce système de vote où chacun mettait un ticket en disant « mais moi, je pense que ce qu'il faut modifier cette semaine, c'est ça, ou je pense qu'on devrait travailler là-dessus ». Et il y a un moment, c'était plus possible, parce que tous les lundis matins, à 30 ou 40, on ne peut pas chacun poser un ticket. Donc on l'a fait évoluer maintenant sous un format qui est mensuel, qui a lieu plutôt le soir, ça se termine souvent avec une bière, ce fameux Predi Talk. D'accord, donc en fait, si je comprends bien, vous avez déplacé quelque chose qui était un liant d'équipe, qui était typiquement dans une réunion hebdomadaire, à quelque chose de plus spécifique et qui est plus adapté au fait que vous soyez quasiment une quarantaine maintenant. Exactement, ouais. Avec une petite phase d'interruption entre les deux où on s'est tous rendu compte que ce moment-là manquait, je pense, d'où la recréation sous une forme nouvelle. D'accord, au milieu, il y a eu, on peut pas le faire parce que ça tient pas dans la réunion, et vous avez dit, ça serait bien de le faire revivre sous une autre forme. Exactement. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres petites choses comme ça, même à un niveau très personnel, que toi, tu as fait évoluer ces 12 derniers mois et qui, à ton sens, participe justement à la croissance de Predictis et de ta croissance à toi ? C'est difficile à dire. J'ai l'impression, si jamais il y a quelque chose qui évolue, c'est que je parle de moins en moins, que j'écoute de plus en plus. En tout cas, j'essaie. C'est pas facile tous les jours, mais j'essaie d'avoir cette attitude où je suis plus en train d'écouter, de comprendre
les problèmes et les défis des autres pour ensuite essayer d'aider, plutôt que juste d'essayer d'avoir de l'influx et d'imposer une forme de positivité ou d'énergie. Donc voilà, j'essaie d'avoir plutôt ça et d'autres personnes qui justement apportent cet influx, cette positivité. Et alors, sur quelles intentions, sur quel constat tu as eu envie d'évoluer dans ce sens-là et comment tu t'y es pris? Est-ce que tu as une petite méthode? Est-ce que c'est juste un mantra que tu te répètes le matin, parle moins, ou je ne sais quoi? Non, le constat, c'est que de plus en plus au sein de l'entreprise, avec la complexification globalement du fonctionnement, si j'ai pas la bonne information au bon moment, moi j'ai beaucoup de mal à prendre une décision. Et donc ça, du coup, ça impose nécessairement d'écouter et de bien écouter les gens autour de soi. Du coup, je pense que ça se fait, en fait, au bout d'un moment, ça finit par se faire assez naturellement. Et puis ça va aussi avec l'idée de si on a des gens exceptionnels à toutes les positions au sein de l'entreprise, on est aussi là pour les écouter, les faire bosser, les faire s'épanouir, et pas toujours pour avoir des grands discours staliniens, quoi. Et alors pour ceux qui nous écoutent, un outil qu'on recommande très chaudement et qui est peut-être un petit peu décalé, c'est tout ce qui est autour de la posture basse qu'on peut retrouver dans les métiers de la relation d'aide, dans la thérapie, dans le coaching. Enfin, nous, c'est notre métier, le coaching de dirigeants. Et tous les principes de ce que c'est qu'une posture basse, qui est donc dans l'écoute active, qui est dans laisser de la place à la personne, ça marche extrêmement bien pour laisser de la place à ses collaborateurs de s'épanouir, de remonter des influx terrain. Et effectivement, il y a des moments dans la vie du leader, de manager, il y a des moments où on est là pour embarquer, pour partager une vision et la faire un peu flamboyer. Et il y a surtout beaucoup de moments où, pour faire grandir les autres, il faut leur laisser un petit peu de place. Donc, un bon outil. Et de nouveau, ça se travaille. Il ne faut pas hésiter à réfléchir à des listes de questions en amont. Les questions, ça peut être... est-ce que tu penses qu'on fait une erreur en ce moment? Si tu devais changer quelque chose dans la boîte, ce serait quoi? Si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu prendrais comme décision? Donc ça habitue, je pense qu'il faut poser avec ces questions, il faut habituer tout le monde à réfléchir, à sortir un peu de son cadre, à proposer des nouvelles idées. Donc ça, je pense que c'est la bonne mécanique. Je te partage, et j'en profite pour partager à tout le monde, les deux tout petits tips que nous, on donne beaucoup dans nos coachings sur ces sujets-là, sur cette notion de la posture basse. Réfléchir à toujours essayer de faire les questions les plus ouvertes possibles. Pas des yes no question, mais des questions où on peut juste laisser la personne et arriver à tenir le silence. De ne pas essayer de remplir le vide quand le collaborateur, la collaboratrice ne répond pas, mais à la limite de compter jusqu'à 6 dans sa tête s'il faut, et de laisser la personne s'exprimer, parce que des fois c'est le temps de la réflexion, par exemple. Très bien, et on commence à arriver doucement vers la dernière partie de cette discussion. Finalement, là, si tu dois jeter un petit regard en arrière sur le Louis qui a commencé à démarrer Predictis et maintenant, qu'est-ce qui a le plus évolué chez toi, si on met de côté l'entreprise, dans tes capacités managériales, dans ton style de leadership, dans la manière dont tu abordes un peu ton rôle professionnel au quotidien? C'est pas facile de s'auto-évaluer. Je pense que je fais de plus en plus confiance aux autres. Ça, je pense que c'est quand même une grosses évolutions. Au début, quand on a lancé la boîte, on était 3, 4, 5, 6, donc il fallait énormément faire de choses soi-même. Moi, j'étais très actif sur tout un tas d'aspects maintenant qui sont devenus des métiers à part entière. Donc il y a ce moment où on le transmet, et ça, c'est vrai que c'est un moment qui est difficile parce que les gens ne le font pas toujours exactement de la façon dont nous, on le faisait auparavant. Et c'est pas parce que c'est différent que c'est mieux fait ou moins bien fait. Et donc, il y a un moment, il faut juste apprendre une sorte de petit lâcher-prise et dire « Ok, c'est pas grave, c'est une bonne idée, tu sais quoi, on teste. Par contre, on mesure et on voit dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines si oui ou non c'était la bonne idée. » Et ça, c'est un truc qui a fondamentalement évolué parce qu'au début, je disais « Non, mais attends, jusque-là, on a trouvé vraiment le truc qui marchait. Il faut continuer comme ça, on ne dévie pas d'un iota. » Et maintenant, je laisse, je pense, un peu plus de place à l'expérimentation. Ok, on essaie, on va voir ce que ça donne. Le comment faire, le how, c'est pas ton métier finalement. Le métier, c'est d'aider les gens à atteindre des objectifs, à grandir. Alors, ça l'est toujours sur plein d'aspects, mais ça peut matériellement plus l'être surtout. Donc, ça, évidemment, ça se traduit par je pense, une augmentation de la liberté au moment de l'exécution. Alors, petite question bonus, j'y pense. On va faire le lien avec le tout début de l'interview. Est-ce que tu penses que ton expérience dans la galerie d'art, justement de street art, ça a joué un rôle dans l'entrepreneur que tu es aujourd'hui? Et si oui, à quel endroit, à quel niveau? C'était une expérience qui était très différente.
on a surtout beaucoup fait la fête en fait avec ce truc et rencontré plein d'artistes. On a organisé un festival le long du canal de l'Ourcq. C'était surtout une expérience, je pense, très marrante. On faisait beaucoup appel au secteur associatif. Donc ça nécessitait d'être vraiment dans un style qui était très impliquant, je pense, pour les autres et qui n'était pas du tout vertical. Ça n'aurait pas pu fonctionner. Donc il y a certainement des choses qu'on a repris de là, mais franchement, à part le constat que créer une boîte et créer un projet, c'est juste le meilleur truc à faire de sa vie professionnelle, je crois pas en avoir retenu beaucoup plus. Très bien. On va passer donc tranquillement aux questions de fin d'interview. Louis, si une des personnes qui nous écoute a envie de te contacter pour échanger sur des pratiques ou même sur Predictis, c'est quoi les meilleurs canaux pour te contacter ? Le mieux, c'est le site internet, donc predictis.com. Et puis, si la demande est vraiment personnelle, je pense que LinkedIn fera très bien l'affaire. Voilà, donc on mettra les liens dans la description de l'épisode. Quel livre, podcast ou blog tu recommanderais à des personnes qui ont envie de travailler leur leadership personnel en start-up ou des enjeux de management ? J'ai lu vraiment pas mal de livres là-dessus. Et d'ailleurs, c'est vraiment une recommandation que je peux faire. Il faut avoir ce goût de la découverte. Donc, s'astreindre à lire, je pense, un livre par mois sur les sujets pro ou business, et je pense que c'est vraiment une bonne pratique. Avec le recul, il y en a quand même 3 que je trouve vraiment intéressants et c'est probablement par là que je commencerai. Le premier, c'est Radical Candor. Ça permet vraiment de choper les bons réflexes, comment mener un one-to-one, comment parler à quelqu'un, comment lui faire une remarque positive ou négative. Il y a la fameuse anecdote de la braguette qui est super. Donc voilà, j'espère que ça fait un bon teasing pour le bouquin. Pour les OKR, c'est pas dingue, mais ça reste le mieux, c'est Measure What Matters. Donc c'est le bouquin de référence sur le sujet. C'est beaucoup axé autour du storytelling, mais ça reste, je pense que ça fait bien rentrer la méthode dans la tête, donc ça c'est chouette. Et sinon sur le sujet sales, parce que la vente se gère quand même un peu différemment dans une entreprise que pas mal d'autres aspects. À date, je trouve que le mieux que j'ai trouvé, c'est The Sales Acceleration Formula. Franchement, sur le management d'une équipe commerciale, ça reste, je pense, une bonne source d'inspiration. Bon, donc de la lecture. Écoute, Louis, je te remercie. Je pense qu'on remercie aussi grandement nos amis de Wilco. Qui nous ont mis en relation donc, pour cette saga particulière dans nos 2 podcasts. Donc je le rappelle, la saga avec Wilco, elle existe sur ce podcast du My Own Leadership, mais aussi sur The Human Factor. Donc si vous n'avez pas commencé à l'écouter, c'est le moment d'aller voir ce qui s'y passe aussi. Louis, je te remercie beaucoup pour ton temps et il ne me reste qu'à te dire à très vite. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à dans 2 semaines pour le prochain épisode.